pour inaugurer cette première matinale, le retour des matinales. Merci. On attaque? Ouais. Je vous laisse présenter, Mathias, Priscilla. Pardon, j'ai pas entendu. Je vous laisse lancer ou j'y vais? Vas-y. Vas-y. Alors bon, voilà. J'ai l'honneur à double titre de pouvoir lancer cette matinale, à la fois en tant qu'administrateur de la fédération. Je remercie encore. Pardon, j'interromps, mais il y a un écho très fort. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être en haut-parleur ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Pardon. Excuse-moi, Yann. Vas-y, je te prie. Non, mais au contraire, tu sais bien que j'aime bien m'écouter, mais pas comme ça. Donc, blague mise à part, donc c'est à double titre en fait que j'ai le plaisir de pouvoir faire cette matinale avec Karim, collaborateur de The Other Store depuis de nombreuses années, puisqu'il est rentré il y a plus de 7 ans avec un parcours prodigieux au sein de la boîte. Et donc, pour revenir en fait sur cette présentation, je le fais à double titre en tant qu'administrateur de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Un grand merci à toutes les équipes justement de leur soutien en fait et de l'accompagnement qu'il peut y avoir depuis tant de mois. Un grand merci aussi à François Ledouette, le président, et un grand merci à tous les Osiens, tous les collaborateurs de The Other Store avec lesquels on a préparé cette matinale pour pouvoir vous donner tous les objectifs de ce reconfinement et de comment pouvoir appréhender Noël. Alors, on n'est pas rentré dans le détail de comment préparer la future période de Noël, puisqu'il y a encore beaucoup d'inconnus qu'on ne connaît pas. Est-ce que, par exemple, les boutiques vont pouvoir ouvrir dans 2 semaines, comme le demande la fédération? Est-ce que finalement, comme l'entendait aussi le gouvernement, le confinement sera légèrement allégé aussi à partir du début décembre? Ces inconnus, en fin de compte, vont totalement bouleverser le plan d'animation marketing et commercial. Mais entre-temps, il y a déjà dès aujourd'hui, ces prochains jours, un certain nombre d'objectifs à remplir qu'on a distingué Karim et moi. Et donc, on va vous donner l'intégralité de ces best practices qu'on met en place chez The Other Store et auprès de toutes les personnes justement qui souhaitent nous faire confiance. Et on va vous les donner au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans conversation, en fin de compte, à les donner tout de suite. On essaiera, dans un côté un peu stand-up, de pouvoir y répondre immédiatement. Et puis sinon, si vous souhaitez les garder pour la fin, on pourra aussi, bien sûr, faire une question-réponse à ce moment-là. Alors, il y a un premier objectif, parce qu'on se souvient aussi en mars de ce qui a pu se passer, parce qu'en mars, confinement, on est complètement pris par cette surprise à ce moment-là. On n'a jamais connu ces boutiques fermées du jour au lendemain et tous les points relais, par exemple, qui avaient dû fermer aussi. Donc, il y avait une cellule de crise qui s'était fait des week-ends avec chez The Other Store pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc, il y a ce premier objectif d'assurer la livraison qui est là. On doit avoir une continuité de la logistique qui est indispensable, d'autant plus qu'on va connaître aussi des aléas. Et il y a des centres de tri qui peuvent avoir des cas Covid, etc., et qui peuvent fermer. Et donc, il faut être prêt systématiquement à ce que tout se passe bien. Karim, tu es là, je suppose. Voilà. Je te propose de nous donner toutes les actions qu'on a pu mettre en place au sein de The Other Store pour justement faire que tout se passe pour le mieux pour assurer la livraison. Oui, alors j'apporte juste un petit complément d'information. Effectivement, à la différence du premier confinement, la majeure partie des partenaires logistiques restent opérationnels sur la période. Donc, ils ont déjà expérimenté un certain nombre de mesures sanitaires qui ont été OK sur la précédente période et qu'ils ont répliqué sur cette période. Donc, on a la possibilité de pouvoir préparer nos commandes et les envoyer à nos clients. La différence, c'est que on va avoir des réseaux de transporteurs qui vont être opérationnels et d'autres un peu moins. C'est le cas en particularité des points relais, puisque sur les 2 acteurs majeurs des points relais, on a approximativement 30% des commerces qui restent opérationnels. Donc, comment ça se traduit? À partir du moment où le plan de confinement il est annoncé par le gouvernement,
On sait qu'il y a un certain nombre de clients qui ont passé commande via ces réseaux de transporteurs-là. Il y a des points relais qui vont être dans l'obligation de fermer. Donc, il nous faut apporter une information super claire à nos clients pour leur dire voilà ce qui va se passer concrètement pour vos commandes. La première action que nous, on a menée, c'est le jeudi matin, envoyer un mail pour inviter nos clients à aller récupérer leurs colis en boutique. Pour celles qui ne pourront pas aller récupérer leur colis au sein de ces points relais, ce qu'on leur propose, et c'est l'une des actions qu'on a menées, c'est qu'on va récupérer ces colis au sein de notre entrepôt et qu'on va les switcher sur une livraison à domicile. Voilà. C'est important d'apporter tous ces clients-là parce que l'un des effets majeurs qu'on a constaté sur le précédent confinement, c'est une sursollicitation de vos services clients. À partir du moment où vos services clients sont sursollicités, on s'expose à des scénarios où on ne peut malheureusement pas apporter une réponse immédiate à nos clients, ce qui génère de l'insatisfaction. Donc ça fait un effet boule de neige en matière d'insatisfaction, là où aujourd'hui, les sites Internet se doivent de proposer une expérience assez fluide compte tenu de la fermeture des boutiques. Donc ça, c'est l'une des actions qui a été menée à titre de prévention pour les clients qui ont commandé avant l'annonce du confinement. La deuxième action clé, c'est d'informer directement sur le site les clients sur les potentiels retards de livraison. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs emplacements au sein du site pour pouvoir le communiquer. Mieux vaut apporter trop d'informations que pas beaucoup. Toujours dans le même objectif qui est de limiter ou de lisser les contacts au sein du service client. Parmi ces emplacements-là, on a des emplacements assez simples, directement sur un bandeau au sein de la homepage pour informer les clients qu'il y aura potentiellement du retard dans les commandes qu'elles vont passer. Une deuxième information qui peut intervenir également au sein de la fiche produit pour ne pas créer de déception. Le client sait qu'il y aura un retard de livraison avant de passer commande. Et enfin, dans la page panier et dans l'email de confirmation de commande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client a passé commande, quand il reçoit le mail de confirmation, on lui indique à nouveau que compte tenu des mesures qui ont été appliquées par le gouvernement, il risque d'y avoir des retards dans la livraison. Voilà. Ce qui permet de limiter l'insatisfaction et donc le contact au service client. Une dernière action. Alors, en France, il y a sur l'e-shop, mais il y a aussi sur tous les réseaux sociaux derrière. Absolument, absolument. Donc, du coup, ça, c'est le premier relais associé au mode de transport. Un des axes de communication clés, ça va être également autour de la fermeture des boutiques. Donc, du coup, ce que nous, on observe, c'est effectivement des communications off-site, à la fois par l'intermédiaire du newsletter et à la fois en relais dans les réseaux sociaux, qui indiquent qu'effectivement, il y a les boutiques qui vont fermer sur un laps de temps donné et que du coup, le site Internet reste opérationnel avec toutes les mesures que je viens de vous citer. Voilà. Et est-ce que tu penses en fait que justement le site va pouvoir communiquer d'autres informations ces prochaines semaines, chaque fois? Comment est-ce que tu vois la réaction? C'est quoi en fait plutôt dès qu'il y a une information en fait qu'on apprend, c'est quoi l'organisation qu'on met en place chez The Other Store pour pouvoir faire ces changements sur le site? Alors, le point clé, c'est effectivement de rester en contact permanent avec les transporteurs. Pour les marques qui ont choisi de conserver les points relais sur le parc de 30%, on se doit de donner l'information sur quels sont les relais qui restent ouverts versus ceux qui ne restent pas ou qui ne restent pas ouverts. Et du coup, nos équipes sont opérationnelles tous les jours pour apporter ces modifications dans les emplacements que je vous ai cités au sein du site, mais également sur les réseaux sociaux. Après, il y a un autre objectif, c'est d'assurer l'acquisition. La croissance de trafic avait complètement chuté en mars. On avait eu des jours, en fin de compte, qui avaient été catastrophiques puisque les gens étaient dans un phénomène de déconsommation complet. Est-ce qu'on est, en fin de compte, dans la même situation en ce moment? Est-ce qu'on s'aperçoit que le trafic chute sur les sites ou au contraire, il est plutôt correct?
Alors, avant de répondre à cette question, un des points clés qui me paraissait intéressant à vous partager, c'est tous les dispositifs qui sont mis en place sur les sites pour faciliter la commande. Finalement, d'accroître l'acquisition de trafic et essayer de driver du trafic sur les sites, il y a deux enjeux clés. Le premier enjeu, c'est de s'assurer de l'expérience client au sein du site. Donc, tous les éléments qu'on n'a pas le temps de regarder en temps normal, en phase de run, on se doit de les regarder. Le fonctionnement du moteur de recherche, les visuels sur les fiches produits, les communications au sein de la homepage, bref. Tous les éléments fonctionnels qui relèvent du basico-basique sur le site se doivent d'être respectés parce qu'on sait qu'effectivement, il y aura un report du trafic boutique vers le site. Donc, on se doit de proposer une expérience, entre guillemets, fluide sur le site. Le deuxième volet, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on constate, c'est que on se doit de faciliter, entre guillemets, la prise de commande sur les sites par rapport à la fermeture des boutiques. Donc, il y a deux éléments qui sont mis en place sur le marché. Le premier, c'est un dispositif de livraison offerte. Voilà. Traditionnellement, on applique un frais de port en fonction d'un seuil de commande. Aujourd'hui, pour pouvoir faciliter la commande sur le site, on propose de la livraison offerte. Alors, bien évidemment, il y a un calcul de retour sur investissement à faire, mais au vu de l'incrémental de chiffre d'affaires, je peux vous dire par expérience que c'est un dispositif qui porte ses fruits, puisque ce dispositif a un impact direct sur le taux de transformation sur le site. Ça devient presque. Je te coupe, Karim, ça devient presque une norme du marché au moment du confinement de mettre la livraison gratuite. Parce que comme on est presque obligé aussi de passer par le site pour pouvoir acheter quoi que ce soit, le fait de devoir payer en plus est aussi mal vécu par les consommateurs. Oui. Je vais rentrer un peu dans le jargon du marketeur online, mais grosso modo, le taux de transformation s'apprécie autour de 3 éléments clés. Le premier élément clé, c'est l'accès aux fiches produits par le client. Donc, c'est la consultation de fiches produits. C'est le premier élément que je vous ai cité. Il faut absolument que nos fiches produits soient carrées sur le site pour qu'on génère du clic sur cette fiche produit. Le deuxième élément, ça va être le taux d'ajout panier. Le taux d'ajout panier, il est souvent conditionné par les profondeurs et par le stock disponible sur votre offre. Donc, ça rejoint également un des points clés du plan d'action, c'est que compte tenu des fermetures des boutiques, il doit y avoir une analyse de fait sur les profondeurs disponibles sur votre site pour que vous puissiez servir vos clients. Donc, ça, c'est un élément qu'il ne faut absolument pas négliger. Et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le taux d'achat. Donc, c'est la performance post-ajout panier dans le checkout. Dans le checkout, il y a quoi? Il y a l'accès au compte client, mais il y a aussi le choix en termes de mode de livraison. L'activation de la livraison offerte va agir sur à peu près un ratio de plus 80% sur ce dernier métrique. Donc, ce qu'on observe, nous, sur les marques qui n'ont pas l'habitude de proposer de la livraison offerte, lorsqu'elles le font dans un contexte comme celui-là, on ajuste le taux de transformation avec un ratio qui avoisine à peu près les plus 70, voire plus 75%. Donc finalement, le dispositif est intéressant. Et là où on fait le lien avec la partie acquisition, c'est qu'à partir du moment où on se met dans une situation où la conversion sur le site est meilleure, intensifier les dispositifs d'acquisition de trafic vont amener à un ROI qui est meilleur. Puisque le trafic qui arrive sur votre site, il est par définition plus transformateur. Donc, c'est entre guillemets un schéma assez vertueux. Il faut bien évidemment bien choisir les canaux d'acquisition et bien piloter le ROI, mais en tout cas, c'est un des éléments qui va venir agir sur la performance du site et de la marque au sens large, puisque c'est l'un des seuls canaux qui reste opérationnel sur une période comme celle-là. Voilà. Est-ce que tu penses, Karim, qu'il va y avoir plus d'offres commerciales ces prochaines semaines? J'y viens. Je finis juste les dispositifs pour que vous ayez une vision assez exhaustive du sujet. En plus de la livraison offerte, il y a toute la partie retour. Voilà, le retour aujourd'hui, ce qu'on observe nous sur le marché, 2 éléments. Le premier, c'est qu'on rallonge bien évidemment le délai de retour. Traditionnellement, on est sur un délai légal de rétractation qui est de 14 jours. Aujourd'hui, on va pousser le délai de retour jusqu'à 60 jours.
Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas sortir de chez elles, même si bon, on voit à l'extérieur que ce n'est pas nécessairement le cas, pour leur permettre de faciliter cette procédure de retour. Encore une fois, pour qu'il n'y ait absolument aucune réfraction à l'idée de passer commande sur le site. Voilà. Le deuxième élément, c'est de proposer la gratuité en termes de retour. Toujours dans cette même logique de facilitation du retour. Comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit par l'insertion d'une étiquette de retour prépayée dans les colis qu'on envoie aux clients. Voilà. L'idée, c'est de leur dire, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de passer commande sur votre site, nous, aujourd'hui, c'est l'un des seuls canaux qui est opérationnel, donc on met tout en œuvre pour que cette expérience soit simple et fluide pour vous. Voilà. Donc, à partir du moment où on a ces deux éléments-là, on est à un certain niveau marché pour favoriser la prise de commande sur le site. Le dernier élément qui rejoint ce que tu disais, Yann, c'est effectivement la modification du plan d'animation commerciale. Indépendamment de la période de Noël qui va arriver au mois de décembre, on sait depuis quelques années qu'il y a un report des ventes qui se fait sur le mois de novembre et qui est corrélé à la période du Black Friday. Donc, on sait grosso modo que dans les semaines qui arrivent, on va avoir une intensification du business sur le site. Et aujourd'hui, compte tenu des volumes de stock qui sont disponibles et qui ne sont pas proposés au sein des réseaux de boutiques physiques, on observe effectivement la mise en place d'opérations commerciales plus tôt que prévues sur le marché. Donc, ça se traduit de différentes façons. La première, c'est des opérations outlet avec pour objectif d'écouler le stock disponible. Ce sont des dispositifs avec des taux de démarque qui sont très agressifs, donc on est sur des niveaux de performance qui sont assez exceptionnels. Le deuxième volet, ça va être d'axer le volet promotionnel sur quelques typologies de produits en lien avec la saisonnalité actuelle. Donc, on voit chez pas mal de nos clients des offres de moins X% sur l'offre manteau, sur l'offre maille, etc. Tout ça avec pour objectif effectivement d'accroître le niveau d'activité en cette période. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question concrètement, Yann, mais… Si. Ben, d'autant plus que je pense que les marques vont devoir être aussi très imaginatives pour éviter de faire la promo dans tous les sens, histoire de ne pas détruire leur marge. Et en même temps, créer aussi de l'attractivité. On a envie de continuer à faire ces achats de Noël, sachant que comme il n'y a aucune certitude sur l'ouverture des boutiques courant décembre, toutes les ventes qui sont effectuées maintenant sont aussi des ventes qui sont déjà faites, qui permettent d'assurer du chiffre d'affaires. Sur l'omnicanal, est-ce que tu vois auprès des marques partenaires de The Other Store certaines qui ont continué à faire du click and collect? Alors, c'est encore assez embryonnaire finalement, parce que c'est pas encore tout à fait clair pour tout le monde. En tout cas, ce qu'on observe, c'est deux choses. Et ça dépend finalement du niveau de maturité des acteurs. Le premier élément qui se dégage, c'est la mise en place de la vente à distance. Voilà. On sait qu'il y a un texte de loi qui permet au commerce non essentiel de pouvoir servir la prise de commande. Donc, du coup, il y a des solutions qui sont mises en place sur les sites qui permettent à la cliente de pouvoir déclencher un rendez-vous avec la vendeuse en magasin. Les marques ayant sélectionné un pool de magasins de manière très spécifique. On n'est pas sur l'ouverture de l'ensemble du parc de magasins, mais certains magasins clés qui ont suffisamment de stock pour servir les clientes qu'elles vont appeler ou pour lesquelles elles vont obtenir un rendez-vous téléphonique avec elles. Quand elles obtiennent ce rendez-vous téléphonique, elles font ce qu'on appelle de la vente à distance sécurisée. Donc, c'est-à-dire que via une solution de live show sur le site, la vendeuse va proposer à la cliente toute l'offre qu'elle recherche. Et une fois que la cliente a choisi, entre guillemets, ses produits, on va enclencher ce qu'on appelle la VADS avec un lien de paiement à distance qui fait l'interface avec le système caisse du client. Et ce dispositif permet au magasin de pouvoir écouler les stocks qu'il y a à sa disposition. Voilà. Donc, c'est des solutions qui sont assez nouvelles, qui commencent à être testées. On ne mesure pas la pertinence encore de ce dispositif et on n'a pas vraiment les résultats associés, puisque ça démarre tout juste. Mais en tout cas, c'est une façon pour les marques de pouvoir assurer un minimum d'activité au sein des boutiques. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément pour les marques qui sont un peu moins équipées, on va dire ça comme ça, euh, 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 elles vont utiliser ce qu'on appelle le call à distance, c'est-à-dire qu'elles vont appeler un certain nombre de leurs meilleures clientes pour leur proposer la primeur sur une offre commerciale ou sur une opération commerciale et les inviter à venir à passer commande directement sur le site pour qu'elles puissent être servies. Donc, la force de vente en magasin, elle est mutualisée pour intensifier l'activité ou pour maintenir l'activité sur le canal web. Voilà les deux dispositifs qu'on observe aujourd'hui. Sachant qu'on voit aussi ces live streams qui se font. Par exemple, je voyais hier soir la marque Livy qui faisait défiler un certain nombre de mannequins présentant leurs produits avec une vente qui était très proche du téléshopping ou de la vente Tupperware. Absolument. Donc, cette capacité à pouvoir présenter des choses de façon assez simple et agréable, avec à cette fois-ci Instagram qui sert de relais. Yes. Ça revient sur cet objectif aussi de réinventer le commerce. Alors là, pour réinventer le commerce, on l'a vu en fin de compte avec le premier confinement, on a eu une accélération de la digitalisation qui n'avait jamais été vue. On estime qu'il y a à peu près 5 ans d'accélération par rapport à ce qu'on aurait pu vivre normalement. Il y a 20% des clients qui ont acheté sur le site qui n'avaient jamais acheté au préalable en vente à distance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer qu'on n'aurait pas imaginé. Il y a des outils comme, par exemple, le portal de Facebook qui permettent maintenant d'avoir des visioconférences chez les particuliers, matériel normalement qui n'était réservé que pour les professionnels. Comment est-ce que tu vois cette partie réinventer le commerce, Karine? Moi, je pense qu'on est dans une période où on a effectivement plein de dispositifs de communication qui sont facilités, notamment auprès des réseaux sociaux. Je ne vais pas qualifier la période comme étant une opportunité, mais c'est vraiment un moment où on doit effectivement se réinventer compte tenu de l'impact colossal qu'on observe chez les différents acteurs du marché. Franchement, fermer boutique pendant 3 mois, c'est quand même assez compliqué à rattraper. Donc, je pense que personne ne nous en voudra de tester ce type de dispositif pour créer un lien avec nos clients. Donc, la partie conversationnelle, elle va être clé, selon moi, sur les mois à venir, puisque ce qu'on va observer, c'est une tendance un peu moins importante du trafic en magasin. Voilà, on va avoir moins de clients potentiellement qui vont se déplacer. En revanche, ce sur quoi on va agir de manière prioritaire, c'est la transformation en magasin. La transformation en magasin passe par une expérience bien ficelée et par de l'ultra-personnalisation. Donc, du coup, ces dispositifs de communication à distance via Facebook s'inscrivent également dans ce sens-là. Donc, je pense qu'on va observer ça de façon un peu plus accrue sur la période qui vient. On t'entend pas, Yann. Merci, Karine. J'en profite pour rappeler en fait ces bases, parce que tu le redonnais très bien tout à l'heure en disant on travaille sur notre site et on profite du confinement, puisque c'est désormais presque 100% du chiffre d'affaires, pour l'optimiser encore plus. Pour reprendre tous les fondamentaux, pas seulement la digitalisation, mais tout court du commerce, qui est par exemple la data. Avoir les mails de tous ses clients, avoir un maximum de numéros de téléphone, savoir leur envoyer des newsletters qui sont pertinentes, savoir segmenter sa base, avoir un vrai dialogue dans à la fois la connaissance de ses clients, les produits qu'ils désirent et la façon de communiquer, est plus que jamais indispensable. Et je suis extrêmement triste en fin de compte pour tous ces commerces de proximité qui en ce moment connaissent le désespoir de la boutique qui est fermée. Et je vois la différence qu'il peut y avoir aussi, par exemple, entre l'Allemagne et la France, où à peine 30% des petits commerces en France ont une digitalisation de leur boutique, contre près de 70% en Allemagne. Et donc, dès qu'on prend un choc comme le confinement actuel, et il ne faut pas se leurrer, on vient de vivre une vague, mais on risque peut-être d'en vivre une deuxième aussi, peut-être en février, peut-être encore une troisième en mars. On n'a aucune certitude sur l'avenir. L'obligation justement de mettre en place cette digitalisation, l'obligation d'avoir la base client avec des mails qui nous permettent d'envoyer des newsletters, avec une page Facebook et Instagram sur lequel on a aussi un maximum de followers,
est clairement devenu indispensable pour créer le commerce, justement, non plus du futur, mais d'aujourd'hui. Et donc, de s'obliger systématiquement de prendre les coordonnées des clients pour tout de suite leur écrire une newsletter, parce que si on n'a pas envoyé la newsletter dans le mois, alors on perd 20% de sa base en termes de qualification, et plus que j'admets justement indispensable. J'en profite aussi pour redonner aussi d'autres bases, qui est, en fin de compte, les messages de sécurité sanitaire. Parce qu'on est en ce moment dans une phase où on vit la maladie, il ne faut pas l'oublier, et on a vécu au moment du mois de mars un attachement très important auprès des collaborateurs sur lequel on a pris une très grande attention. On a fait évidemment la même chose pour tous les livreurs, ainsi de suite. On célébrait les soignants aussi à 20h. Tout ça est fini. Alors peut-être que c'est pour une bonne chose parce qu'on s'habitue en fin de compte à cette situation de crise pour pouvoir mieux la dépasser. Mais il ne faut pas oublier justement que la maladie est quand même là et qu'il faut aussi, à travers les marques, avoir un engagement sociétal pour justement permettre aussi à tout à chacun de faire que la transmission est de plus en plus faible. Et donc de rappeler aussi dans les communications les messages de sécurité sanitaire, d'engager les collaborateurs aussi à avoir les meilleurs gestes pour éviter que la maladie se transmette, de montrer comment, au sein de sa société, on protège tous les collaborateurs pour être sûr que la maladie ne se transmette pas, de célébrer aussi toutes les personnes qui continuent justement à travailler contre la maladie, que ce soit les soignants d'un côté, mais aussi le personnel enseignant qui s'occupe de nos enfants et qui nous permettent d'avoir, par exemple, des matinales plus faciles à gérer qu'avec un enfant de 6 ans qui sera à côté de moi. En fait, tout ça est clairement indispensable pour montrer aussi l'engagement en fait, ensemble qu'on peut tous avoir et qui nous permettra aussi de dépasser cette maladie. Et je crois que les guerres intestines en fait, qu'il peut y avoir entre tous les corps de métier, de savoir est-ce qu'on peut vendre un livre d'un côté et pas de l'autre, en fait, il faut aussi dépasser la cause pour justement, non pas en fin de compte, se battre les uns avec les autres en fait, sur des pouillas de chiffre d'affaires, parce que n'oublions pas, les gens en fait, ont du mal à consommer en ce moment. Ils sont plutôt dans un moment de crise plutôt que dans un moment en fait justement de surconsommation. Il faut plutôt en fait se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour créer cette énergie positive de façon à pouvoir aller beaucoup plus loin. Je reviens aussi sur les chiffres en fait qu'on peut vous donner chez The Other Store ces derniers jours. On voit justement en fin de compte ce manque de consommation parce que le trafic par exemple a continué à baisser à peu près aussi comme on avait pu le connaître au mois d'avril. On est toujours en fin de compte sur du moins 10, moins 15, moins 25% par jour. Donc, le trafic n'est pas là, en fin de compte. C'est normal qu'il ne soit pas là parce que beaucoup de gens vont sur les sites pour pouvoir normalement faire du click and collect ou aller directement acheter en boutique une fois qu'ils ont pu voir leurs produits. Mais on voit clairement, en fin de compte, que la période de Noël n'est pas là et qu'en fait, le transfert sur le digital n'est pas massif. Donc, l'e-commerce n'est pas en train de tout prendre. Et là aussi, tous les cris qu'on peut avoir, par exemple, contre Amazon, peuvent évidemment faire peur parce qu'on se dit en fait que ce géant va tout ramasser. Pas du tout, en fin de compte. Je pense qu'en fait, tout est encore possible. Tout sera encore possible quand les boutiques vont rouvrir. Et donc, en fait, compte qu'il y a plus que jamais le moment de travailler son site, de travailler sa communication de façon à assurer les ventes, justement, qui vont pouvoir se faire dans quelques semaines. Et c'est dans cette capacité à pouvoir se dire comment je travaille mon digital pour pouvoir, justement, passer ces quelques semaines en fait de crise pour pouvoir en fait tout rattraper à partir sur lequel on doit tous être. Karim, est-ce que tu avais d'autres points en fait aussi à rajouter? Non, moi je suis preneur des questions. S'il y en a, je serais ravi de répondre et d'apporter peut-être des éléments un peu plus précis au regard de ce que j'ai donné comme information précédemment. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Voilà. Vous pouvez les poser sur le chat ou oralement. On est là pour faire le relais si vous préférez les rédiger. Moi, j'avais une première question, Karim. Est-ce que tu vois une marque qui a réagi plus rapidement et plus fortement que les autres à ce confinement, qui est dans l'action en fait et qui fait des choses plutôt bien? Sur quel aspect Sur n'importe quel point où tu t'es dit, tiens, celle-là, cette marque a bien géré les choses et elle est une best practice à suivre. Alors, ça rejoint le point sur les dispositifs de click and collect qui sont mis en place. J'ai observé notamment chez Bash une solution de prise de rendez-vous et de live stream sur le site qui a été mise en place assez rapidement finalement suite à l'annonce du gouvernement. Zadig et Voltaire également, avec une solution de driver les clients sur de l'appel en boutique pour pouvoir
servir les commandes depuis le stock boutique. Donc ça, c'est des éléments qui sont arrivés assez rapidement finalement. Je pense qu'à 2 jours près, c'était déjà opérationnel sur les sites. Après, honnêtement, je pense que pour la plupart des acteurs du marché, et notamment les marques du portefeuille The Other Store, la première expérience du confinement ou le lockdown numéro 1, c'est on a capitalisé clairement là-dessus, c'est-à-dire que le plan d'action finalement reste le même en matière d'expérience client et d'information à apporter aux clientes. Donc, c'est des éléments qui ont été activés dans un temps assez record finalement, puisque aujourd'hui on a de l'expérience dessus et qu'on est assez clair sur les éléments à faire à la fois en matière d'expérience client, pardon, j'utilise ce terme plusieurs fois, mais il me paraît clé, mais aussi en matière de performance. Et j'écoutais hier Guillaume Gibault qui intervenait sur un live et qui montrait aussi ce besoin de se réinventer. Et il disait, voilà, on avait inventé par exemple un certain nombre d'apéros qu'on faisait entre les collaborateurs du slip français pour créer du lien. Et on se dit maintenant, il faut trouver autre chose. Et c'est vrai qu'on n'est plus dans le moment de stupéfaction qu'on a pu connaître en mars, où pendant quasiment une semaine, 10 jours, on était figé en se demandant quel allait être le monde d'après. Là, tout de suite, en fin de compte, le confinement est arrivé il y a à peine quelques jours et on enclenche tout de suite. Et donc, je pense qu'il va falloir aussi encore un peu se donner de temps parce qu'on n'estimait pas, je crois, en fait, pour la majorité d'entre nous, que ce confinement pouvait arriver. En fin de compte, il nous faut encore quelques jours pour réinventer les choses. Je suis très heureux, par exemple, que le télégramme de la fédération, en fin de compte, ait pu tout de suite être rebranché justement pour pouvoir permettre cette communication entre chacun d'entre nous. On va pouvoir peut-être trouver justement aussi d'autres façons de faire. Et on est bien sûr à votre écoute si vous avez des suggestions, des envies, des besoins pour justement pouvoir y répondre. Il y a une question. Mathias, il y a des questions? Oui. Karim, vous parliez des ventes en visio. Quel outil recommandez-vous aux marques? Alors, on distingue 2 typologies d'outils. Il y a la solution de live show ou de réservation de créneaux au sein des boutiques. Donc, on voit pas mal d'outils comme Spoky, comme Calendly, plus orienté sur la prise de rendez-vous, avec un module qui s'intègre assez facilement sur le site via une API. Pardon du langage technique. Mais en tout cas, ce sont des solutions qui sont assez simples à être déployées. Ensuite, pour pouvoir permettre la prise de commande à distance, il y a d'autres outils qu'on appelle des outils de VADS. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est PayWeek. Qui est une solution qui finalement fait l'interface entre le système caisse de la boutique et le terminal de paiement virtuel de la cliente. Voilà. Ou alors Pay by Link qui est plus simple d'utilisation et qui est d'ores et déjà intégré chez pas mal de prestataires de paiement. Ok. Il y a une réflexion de Leslie qui dit pour cela il faut des moyens pour faire le live show, etc. Elle a raison et tort à la fois. C'est-à-dire, elle a complètement raison. Il y a un certain nombre d'outils qu'il faut mettre en place. Donc, la mise en place de ces outils, ça peut être aussi du développement technique, c'est de l'intégration sur le site, etc. Donc, c'est un peu de temps et évidemment des investissements à pouvoir faire. Mais au regard de ce qu'on pouvait connaître dans le digital, et ne serait-ce qu'il y a 5 ou 10 ans, il y a aussi beaucoup de choses qui sont très faciles à faire. Et de pouvoir gérer ces live shows avec Instagram, c'est gratuit. Et on le voit pour les milliers derrière par exemple, spécialistes de yoga en fait, qui ont pu exister. Ils sont mis tout de suite à pouvoir faire des cours en ligne. Ça monétise pas nécessairement à ce moment-là, parce qu'on est uniquement dans une partie média, mais au moins, on continue à créer du lien avec sa clientèle. Et si on a assez de fans derrière sur sa page Instagram, on pourra aussi créer des liens justement qui pourront renvoyer facilement sur sa boutique, d'autant plus si on investit en fin de compte dans des nouveaux leviers d'acquisition. Il y a Adèle qui nous posait une question sur ce qu'on constate sur les coûts d'acquisition clients en ce moment, ont-ils explosé? Alors, il y a 2 phénomènes. Le premier, et là, je n'ai pas encore le retour justement de ce qui a pu être fait en fait, depuis quelques jours. Donc, à la limite, ça sera une réponse en fait plus précise qu'on fera ces prochains jours avec la fédération une fois qu'on aura travaillé le truc avec mes équipes acquisition. Mais on avait des ROI qui avaient été extrêmement positifs au mois de mars.
ils étaient montés en fait à des niveaux qu'on n'avait jamais atteints. Donc, je pense qu'on va retrouver ça parce que comme on est en ce moment sur une croissance du chiffre d'affaires en novembre qui est supérieure à 100%, avec un trafic qui est plutôt en baisse autour de 15%, légitimement, je pense que les leviers doivent plutôt rapporter beaucoup plus et il ne doit pas y avoir de canaux d'acquisition qui sont beaucoup plus chers que les autres. Après, sur les canaux d'acquisition qui sont aussi plus performants, en fait, comme le demande aussi Adèle, TikTok, autres, alors là, il y a plusieurs phénomènes. Il y a un premier qui est sur des plateformes comme Facebook, Instagram, les algorithmes, en fait, sont extrêmement bien travaillés. Donc, avec des budgets de 1000, 1500 euros et les préconisations de Facebook, soit quand on fait appel à une agence, soit quand on est soi-même expert, on a en fin de compte des très bonnes en fait, façons de le faire, mais c'est très normé. Donc, on va avoir des ROI qui sont en fin de compte assez classiques, pas classiques de par la période, mais la plateforme, en fin de compte, les gère assez bien. Sur TikTok ou autre, mais même sur LinkedIn, par exemple, là, on peut faire une forme de growth hacking parce que si on est malin, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais en tout cas, si on est pirate, qui serait plus correct, et qu'on fait un truc hors des lignes et que ce truc prend, alors on va tout exploser. Alors, je suis incapable de vous le dire parce que pour pouvoir se trouver hors des lignes, justement, c'est une idée, en fin de compte, qu'on a et que les autres n'ont pas eu. Et donc, il y a ce phénomène de créativité que vous aussi, les marques, vous pouvez avoir. Donc, essayez justement de faire presque, entre guillemets, n'importe quoi. Vous pouvez le faire sur cette plateforme. Et c'est sur ces plateformes que peut-être, par justement bonheur, vous arriverez à faire un buzz qui, en fin de compte, n'arriverait pas en fait dans d'autres façons. Prenez l'exemple, par exemple, de Camille Lelouch, en fait, avec la petite chansonnette en fait qu'elle avait pu faire sur le Corona en mois de mars. Ça a été des millions de vues sur quelque chose en fait qu'elle n'aura jamais pu atteindre hors cette période à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas sur Facebook, sur Instagram, d'avoir une démarche très professionnelle justement pour pouvoir fidéliser de façon classique votre clientèle. Et puis éventuellement sur TikTok, sur Snapchat, comme c'est des plateformes qui sont moins normées, qui sont moins élaborées en fin de compte, avec moins d'intelligence artificielle, vous pouvez peut-être avoir des coûts et donc vous pouvez aussi tenter des choses sur celle-ci. Est-ce qu'on a une idée du profil des utilisateurs de TikTok en France? Parce que je lisais hier un article sur la population anglo-saxonne qui a beaucoup vieilli sur TikTok et notamment Gordon Ramsay qui cartonne avec des recettes et plutôt destinées aux trentenaires quadras. Est-ce qu'en France, c'est aussi une population en train de vieillir? C'est oui. En fait, ça devient beaucoup plus mainstream, TikTok. Snapchat reste clairement pour une clientèle très jeune. Là, on a des personnes beaucoup plus âgées qui désormais utilisent un peu plus Snapchat, mais la plateforme reste confinée quand même vraiment aux adolescents. Ça reste vraiment son focus. Pour TikTok, on est sur une autre façon d'appréhender les réseaux sociaux, sur un autre délire, si je peux prendre le terme, mais quand on regarde TikTok, je pense qu'il correspond assez bien. Et donc là, on peut taper sur toutes les populations pour que ça marche. Et donc, on peut avoir effectivement, comme tu le disais, une clientèle qui va être beaucoup plus âgée en fin de compte que ce qu'on peut avoir en fait sur. Il y a Anan qui nous demande quel est le meilleur choix de transporteur pour ne pas perdre d'argent et justement de pouvoir se permettre d'offrir la livraison. Alors, il y a une question-réponse puisque Leslie répond UPELA est un bon comparateur de prix apparemment. Mais voilà, est-ce que vous avez d'autres réponses à apporter à ça, à cette question? Karim, je te laisse. Malheureusement, il n'y a pas de solution magique. Aujourd'hui, le circuit de transporteur, il est assez figé en France. On a Colissimo avec les coûts que ça représente. On est approximativement autour d'un coût moyen de commande qui est autour de 5 à 5,30 € la livraison. En revanche, pour ceux qui cherchent effectivement à trouver le bon compromis, Mondial Relais est l'un des partenaires en point relais qui a un parc de relais plus significativement plus élevé en termes d'ouverture. On est plutôt sur un ratio de 50%. Et sur ce mode de transporteur-là, on est sur un coût qui est nettement moins élevé que la Poste ou Colissimo, puisqu'on est aux alentours de 3,50 €, je dirais. On a posé aussi la question de est-ce qu'on assure nos colis ou est-ce qu'on absorbe la perte sèche des colis perdus? Karim. Est-ce qu'on observe quoi? Pardon? Est-ce qu'on assure nos colis
ou est-ce qu'on considère qu'il va y avoir des colis qui vont être perdus et qu'on absorbe cette perte? Écoute, pour le moment, on n'a pas assez de recul sur cette période-là, mais sur la période de confinement, on n'a pas observé de pertes significatives sur la livraison en Colissimo, en tout cas vraiment de manière très très faible. Je dirais potentiellement 0,1 ou moins de 0,1% de colis en perte. Là où il faudra être très attentif, c'est plutôt sur les retours en point relais. Là-dessus, on aurait pu observer une perte si on n'avait pas été très insistant auprès des relais pour obtenir les informations et rapatrier les colis au sein des entrepôts. Donc ça, voilà. C'est d'ailleurs un des effets de la crise où, en fin de compte, on avait avant des transporteurs qui étaient dans une profonde crise justement de leur côté. Il y avait des marges qui se réduisaient, et une vraie difficulté à vivre. Et avec ce confinement, depuis le confinement, au contraire, ils sont désormais dans un rapport de force qui est très important. Et tous ces transporteurs qui étaient au bord de la faillite pour une certaine partie, maintenant, désormais, se portent beaucoup mieux. Est-ce qu'il y avait une dernière question en fait, qu'on pouvait prendre? Je n'en vois pas, mais vous avez le temps d'en poser. J'ai l'impression que la livraison est un vrai sujet. On pourrait presque consacrer une matinale sur la livraison. Petit benchmark des plateformes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais juste une question. Est-ce que vous pourrez partager sur le Telegram tous les liens dont vous avez parlé, notamment pour la visio-conférence, enfin les achats par vidéo, etc. Est-ce que vous pourrez nous envoyer ça ou Yann, toi, les partager si tu peux? Ouais. Eh ben, Okay. super. On vous prépare ça. Ok. Bah, écoutez, D'accord. s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre temps. Ouais, n'hésitez pas, en fait, à la fois, bien sûr, sur le Telegram de la Fédération, sur le LinkedIn aussi de The Other Store, on partage de best practices régulièrement. Donc, si vous voulez, en fait, avoir des infos continuelles sur tout ce qui se passe, j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos questions, justement, à travers tous ces différents leviers. Et le webinaire est enregistré et sera mis en ligne dans la journée sur le site internet prêtaporter.com dans la rubrique ressources. Donc n'hésitez pas à le partager ou le revoir. Bon. Merci Karim. Avec plaisir. Je sais que tu as plein de travail justement de par la période. Donc on a essayé d'être hyper efficace au sein de ce webinaire. Encore merci à vous tous de votre écoute, de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt pour une autre, je suppose. J'espère. C'est quand la prochaine matinale, Mathias? Eh bien, pour l'instant, la prochaine calée, c'est dans 10 jours, mais on revient vite vers vous pour la semaine prochaine. C'est en train de s'organiser. Voilà, mais on va beaucoup parler d'international, du plan des salons. On va vous présenter un benchmark des plateformes wholesale et on va faire des points marchés Asie, États-Unis et Russie. Voilà ce qui va se passer dans une dizaine de jours, mais pour la semaine prochaine, on reviendra vers vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à beaucoup. vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.